Puisque l'IA s'est invitée à notre table, parlons de comment on va vivre avec. Je suis Barbara Meyer et je poursuis ici mes conversations avec tous ceux qui veulent partager leur expérience humaine et je questionne leur relation avec l'intelligence artificielle. Et parce que l'IA, ça va vite, ça va trop vite. Et l'humain dans tout ça, c'est parti! Alors avant de lancer cet épisode, et comme je sais que vous êtes curieux de l'IA, je voudrais vous parler du programme AI Leadership d'Elodie Hugues. Si vous cherchez à véritablement monter en compétence sur l'utilisation des LLM et que vous en avez assez des prompteurs qui proposent des solutions miracles en commentaire de leur post LinkedIn, ce programme est fait pour vous. Il vous aidera à construire une stratégie solide pour optimiser votre productivité et alléger votre charge mentale. En rejoignant le programme d'Elodie, vous intégrez également une communauté de leaders déterminés à ne pas rater le train de l'IA. Et bonne nouvelle pour vous, auditeurs de ce podcast, vous bénéficiez d'une réduction de 20% avec le code AIMyJob. Toutes les informations de ce programme dans le descriptif de cet épisode. Alors, nous avons passé les 30 dernières années à essayer d'apprendre aux machines à penser comme nous. Nous les avons nourries de nos données, de nos codes, de nos logiques. Et aujourd'hui, alors qu'elles commencent enfin à nous répondre, quelque chose d'inattendu se produit. Ce n'est pas la machine qui devient plus humaine, c'est la machine qui nous force, nous, à nous demander ce que cela signifie réellement d'être un humain. Pendant des décennies, nous avons défini notre valeur au travail par notre efficacité, notre rapidité, notre capacité à traiter l'information. Mais si une ligne de code peut faire tout cela en 1 seconde, alors que nous reste-t-il ? Mon invitée aujourd'hui a passé les 10 dernières années à faire la transformation digitale, mais en étant aussi dans le concret, dans le très concret. Elle a vu les structures changer, mais elle a surtout compris que la plus grande rénovation à venir n'est pas la technologie, elle est psychologique, humaine et sociétale. Entrepreneuse, Cathy Larieux connaît les défis des codir de l'intérieur car elle les a vécus. Ambassadrice du plan Oser l'IA sur Paris-Bordeaux, elle mobilise les meilleurs experts français de l'IA pour des transformations concrètes. Alors, salut Cathy. Salut Barbara. Merci beaucoup, je suis ravie de t'avoir. Et dans ton profil, il y a un truc que j'ai adoré, c'est que tu as accompagné mon ami Picard. Il faut quand même que je dise que c'est mon ami Picard. Super, parce que tu adores les plats surgelés, c'est ça? Ah, écoute, 10 ans aux États-Unis, quand tu rentres, tu aimes vraiment Picard. Donc c'est vraiment ça. Dans ton profil, c'est un truc qui me fait. Il faut quand même que je lui dise que c'est mon ami du quotidien depuis 1 an là que je suis rentrée des US. C'est bien, mais c'est pas que ton ami, hein, c'est l'ami de beaucoup de personnes. C'est vrai, ouais. Ouais, oui. Mais je veux bien, mais j'ai eu l'impression quand même que c'était un peu moins tendance que quand j'étais partie il y a 10 ans, les gens comme tout s'habituent ou. Non, ça fonctionne très bien encore. Et grâce à toi, du coup, tu les as accompagnés sur la transfo digitale, sur de l'acculturation de codir et puis après de la transfo, ouais, exactement. Du coup, moi peut-être que je vais me présenter rapidement. Ouais. Alors, moi, je suis Cathy Larieux. Je suis plutôt autodidacte puisque j'ai commencé ma carrière il y a très longtemps dans le digital. Puis après, je suis partie dans l'immobilier. Donc là, j'ai fait beaucoup d'humains. Et puis, il y a 15 ou 20 ans, j'ai connu la start-up. Donc, j'ai commencé à développer une start-up qui était une plateforme dans le diagnostic, dans laquelle je suis venue effectivement à tout ce qui était transformation digitale. Et puis après, le virus du digital m'a attrapée au moment où j'ai commencé à apprendre le digital sur le terrain, c'est-à-dire en menant une start-up et ça ne m'a plus quittée. Donc, j'ai fait pas mal de projets dans la RSE, toujours dans l'univers plutôt start-up. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis dans l'IA et j'accompagne en fait des entreprises sur de l'acculturation, mais plutôt des fonctions e-level, donc comme les codir. Et ensuite, je fais aussi tout ce qui est audit IA pour déterminer en fait les vrais cas d'usage, par où commencer, la gouvernance. Et ensuite, je connais les meilleurs experts du marché pour de l'implémentation et je fais du sur-mesure en fonction de ce qu'il y a à faire. Voilà. Et pourquoi j'en suis arrivée là ? Parce que comme j'ai beaucoup entrepris, je suis une entrepreneuse dans l'âme, j'avais aussi envie d'aider les entrepreneurs justement à s'adapter à cette vraie révolution, laquelle nous allons parler juste après avec toi, Barbara.
Est-ce que tu as vu dans tes codires une espèce d'émulation depuis 2 ans autour de l'IA? Est-ce que tu le décrirais comme à ce niveau-là de l'entreprise? Les codires, ils sont enthousiastes, ils sont inquiets. Est-ce que eux-mêmes jouent avec? C'est quoi l'ambiance dans les codires? Au début de l'IA, j'aimerais bien qu'on se replonge quand ChatGPT est arrivé, qu'on était tous comme des enfants émerveillés devant un nouveau jouet. Alors, je pense qu'on a passé 2 ans à faire de l'acculturation, c'est-à-dire de l'IA très, très généraliste, où il faut à peu près comprendre ce que ça va changer. Donc, souvent, ce qui s'est passé, c'est qu'on a beaucoup de boîtes ont formé de façon très généraliste leurs employés à ChatGPT. Tout ça aussi parce qu'en France, je pense qu'on a beaucoup d'aides sur la formation. Aujourd'hui, on revient avec une analyse, en tout cas moi c'est la mienne, qui n'est pas la marche à suivre. C'est-à-dire que je pense vaut mieux acculturer son codir avec une stratégie globale, réaliser des vrais audits par transversale et à partir de là, y mettre soit de l'agentique, soit de la formation. Mais former de façon généraliste, je pense que ça a été ce qui a été fait en première vague et on s'aperçoit que ça ne vient pas transformer en profondeur les entreprises. Du coup, aujourd'hui, les codires, il y en a beaucoup qui essayent quand même d'avoir une stratégie vraiment globale, décidée ensemble, avec une gouvernance globale. Et ensuite, on va sélectionner les 2-3 cas d'usage. Et c'est ce qu'on fait souvent, nous, dans l'accompagnement. C'est-à-dire commencer par des cas d'usage qui sont plus simples à installer pour avoir de l'adhésion aussi au niveau des employés. Parce qu'en fait, on parle d'intelligence artificielle. Et moi, je suis toujours assez étonnée de voir sur LinkedIn, même beaucoup, qu'on ne parle que de productivité, d'agents, de 30% de ROI en plus, etc. La réalité, en vrai, c'est qu'il n'y a que 6% des entreprises aujourd'hui qui ont réussi à implémenter l'IA. Et qu'il y a donc 95% des projets qui échouent. Et il y a des raisons pour ça, en fait. Voilà. Donc, ce n'est pas le sujet de l'entretien d'aujourd'hui, mais il y a des vraies raisons sur lesquelles je m'appuie aussi pour pouvoir accompagner des codires et essayer d'agir de façon plus structurée. Il y a Mal qui est sorti un petit article là ce matin qui disait qu'ils avaient essayé d'implémenter un outil, de l'IA à l'intérieur de Malte et que le pourcentage d'adoption était de 50% quand l'IA venait du bottom de l'organisation et que si on laissait faire, si on faisait du moitié-moitié, si on laissait faire aussi les employés sur le test de leurs propres outils et l'incrémentation de l'IA dont ils avaient besoin en fait, ça se passait beaucoup mieux, mais tout ça vient aussi avec un danger qui est la manipulation des données, parce que tu le dis, 80% des salariés utilisent l'IA à leur compte personnel avec des informations de l'entreprise sans encore maîtriser ou savoir l'importance des données à l'extérieur. Ouais, c'est ce qu'on appelle en fait le shadow IA. Et pour rebondir là-dessus, je pense qu'aussi on a une maturité qui est sur les entreprises data-driven. Je pense qu'en France, on a encore beaucoup de travail à faire sur l'importance de la donnée pour pouvoir guider une entreprise, en fait, mais aussi pour pouvoir implémenter l'IA. C'est quand même le cœur de la machine. Et donc, du coup, ce que tu dis est important. Les boîtes data-driven vont avoir une adoption plus rapide de l'IA, c'est ça ce que tu dis, et que du coup, celles qui veulent faire de l'IA, il faut d'abord qu'elles passent par une phase data-driven, donc implémentation, la suivi des data par des KPI, des OKR, des choses comme ça. Exactement. En fait, pour implémenter de l'IA, l'IA se nourrit de la donnée de l'entreprise. Donc, si on n'a pas une donnée structurée, on va avoir du mal, ou des process structurés. On va commencer par structurer des process et on va commencer par structurer de la donnée avant d'aller implémenter de l'IA parce que ce ne sera pas possible si les deux ne sont pas à un niveau suffisant pour le faire, en fait. Depuis, on va dire, 6 mois, il y a quand même une émergence de conscience qui se lève. Elle s'est un peu levée aussi sur l'impact écologique que ça peut avoir. Mais plus que ça, je trouve que on commence vraiment à se poser la question de quel humain on va devenir en dehors de combien de jobs on va supprimer. C'est-à-dire que on a beaucoup regardé et moi, les premiers épisodes, c'était quel job va disparaître à votre avis. Là, maintenant, c'est plus
qu'est-ce qu'on va devenir sans effectivement un certain nombre de jobs qui vont disparaître. Je continue quand même à le dire. Et c'est déjà le cas, de toute façon, notamment les juniors. Mais nous, le temps qu'on gagne et puis les habiletés qu'on développe là en ce moment, notamment, tu vois, toutes ces générations qui sont déjà bien ancrées dans le milieu du travail, qu'est-ce qu'on va faire de ce temps et de ces nouvelles compétences qui sont prompter, même regarder des lignes de code, intervenir dans des lignes de code alors qu'on ne l'a jamais fait. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis ? Alors déjà, moi, j'aimerais bien qu'on essaye de... En fait, je pense qu'on vit tellement une révolution qu'on n'a jamais finalement vue. On a eu 3 révolutions industrielles. La première, c'était la machine qui a remplacé le travail humain. La deuxième, ça a été l'information qui a permis la mondialisation. Et la troisième, aujourd'hui, c'est la première technologie qui va remplacer le travail cognitif des humains. Donc, je pense que pour beaucoup de personnes, même toi, même moi, même ceux qui travaillent à l'intérieur de l'IA, en gros, c'est très compliqué de comprendre à quel point ça va venir bouleverser la société, le monde et la place de l'humain. Donc aujourd'hui, ça c'est le premier postulat qu'il faut faire. Et je pense que aujourd'hui, en plus, sur l'année 2026, on a eu l'IA agentique qui est sortie depuis 2 ans. On a eu l'IA, l'IA générative, donc où effectivement, on lui donnait des informations, elle nous générait des réponses. Aujourd'hui, on rentre vraiment dans l'agentique, où l'agentique va commencer vraiment à s'installer dans les entreprises. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle est capable de faire à notre place. Donc là, on change vraiment de paradigme et du coup, où on va mettre l'humain et comment, quelle va rester notre place dans tout ce système-là. Donc ça, c'est la vraie question aujourd'hui. Moi, en fait, je pense déjà que j'essaye toujours de réfléchir un tout petit peu au niveau macro, parce que c'est toujours assez intéressant. Quand on se dit, aujourd'hui, si on prend 100% de la population mondiale, est-ce que combien de personnes s'épanouissent vraiment au travail ? C'est-à-dire avec un travail qui intellectuellement nous épanouit, qui nous fait grandir quotidiennement. Alors je sais pas, Barbara, pour toi, c'est quoi le pourcentage, par exemple, qui pourrait ressortir si tu réfléchis à une question qui est celle-là ? Moi, j'ai envie de te dire, ça dépend dans quel pays, quelles statistiques. Mais on se dit globalement, hein. On se dit globalement, on essaye de... Moi, globalement, je pense qu'il y a 50% de la population, entre 40 et 50% de la population qui s'épanouit, ou en tout cas qui trouve de l'intérêt. Parce que s'épanouir, c'est encore un niveau au-dessus, mais qui trouve de l'intérêt dans ce qu'il fait. Ouais, c'est entre 40 et 60% pour faire une grosse marge, mais... Voilà, donc il y a 50% de la population aujourd'hui qui font des boulots ultra difficiles, sur lesquels ils ne s'épanouissent pas et sur lesquels finalement ça crée de la valeur pour le système économique, mais sur le niveau humanité où on n'y retrouve pas non plus l'épanouissement de l'humain. Donc ça, c'est le premier constat. Donc on va se dire peut-être que l'IA, comme elle arrive effectivement pour remplacer l'humain dans toute la fonction cognitive, mais aussi dans la fonction robotique, c'est-à-dire que voilà, les chaînes humaines, etc., c'est de se dire ça va libérer du temps à l'humain. Après, on rentrera dans le détail, mais si on peut avoir cette analyse déjà, elle est assez intéressante parce que ça veut dire que si on libère du temps, pour moi, il y a quelque chose que l'humain ne peut pas, enfin, que l'intelligence artificielle, en tout cas, ne pourra pas prendre à l'humain, c'est tout l'aspect spirituel, de réflexion, de choix, de sensibilité, etc. Est-ce que c'est pas aussi le moment pour qu'on se reconnecte un petit peu à tous ces aspects qu'on avait perdus, parce que justement, toutes nos capacités actuelles, elles ont été beaucoup prises dans du travail. Okay, ça, c'est dans un monde idéal, bien sûr, si on arrive à ce que l'intelligence artificielle et les richesses de l'intelligence artificielle soient redescendues sur la majorité de la population. Donc ça, c'est la première question sur laquelle on peut débattre toutes les deux. Voilà. Et donc, alors, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais en gros, oui, ça veut dire que ça libère, en tout cas, l'humain ne vient plus, il ne va plus être nécessaire dans la production de valeur, en tout cas sur le niveau économique, ou beaucoup moins.
C'est-à-dire qu'on va en avoir peut-être 30 ou 40%, moi je pense, c'est ce qui est annoncé. Et le reste, on ne sait pas trop. Voilà, en vrai. On va redonner, je pense, de la valeur, et il va falloir le faire assez vite, de la valeur aux métiers oubliés, qui sont ceux qui nous nourrissent et qui nous font vivre, et qui aujourd'hui sont les moins bien payés. Les soignants, les agriculteurs, les professeurs, enfin, ces fonctions-là qu'on pourrait appeler des fonctions vives ou support, même si elles étaient dans une entreprise, on les appellerait les fonctions support. Il faut qu'on les remette au centre de la société et leur redonner de la valeur économique, enfin redistribuer la valeur économique sur ces profils-là, parce que eux nous font vivre. Dans ce que tu dis, il y a une notion de on va laisser notre cerveau un peu moins fonctionner pour être plus dans le sensoriel et dans l'expérimental, plutôt que, tu vois, quand tu parles de spiritualité, peut-être que et qu'on a oublié, statistiquement, c'est vrai. Mais quelle partie de nous va revenir sur cette valeur-là, qui est, mais ne serait-ce que donner du temps à l'autre. Je veux dire, le bénévolat, c'est des 20 dernières années est en chute libre. Est-ce que le temps qu'on libère aujourd'hui, on pourrait le réintégrer? Est-ce qu'on aurait envie? Est-ce que la société actuelle a envie de redonner son temps, ou est-ce qu'elle va utiliser son temps pour faire du shopping et des massages? En fait, dans l'idée, je pense qu'on arrive à la limite où c'est pas l'intelligence artificielle finalement le problème, c'est la société et le système dans lequel on l'a fait évoluer. Aujourd'hui, on peut se dire aussi que si l'humain récupère du temps et qu'il n'a plus besoin de produire de la valeur pour gagner de l'argent, puisque s'il n'y a plus de boulot, il y a un moment, il va falloir qu'il répartisse quand même un petit peu, ça veut dire qu'on va être à même de refaire des choses qui vont être dans l'associatif, dans le spirituel, dans l'éducation, voilà, et créer une communauté un tout petit peu plus... Moi, je pense que c'est possible. Après, il faut changer de modèle de société, et c'est un peu la question qu'on a en ce moment, parce qu'on va tellement changer de toute manière, et que ça emmène tellement de remise en question, qu'effectivement, tu auras peut-être 30 à 40% des personnes qui seront ultra qualifiées en IA et qui auront le cerveau pour y aller et prendre des décisions, parce qu'il restera toujours des humains pour piloter, on espère, tout ça. Mais quand même, il y a beaucoup de gens aussi qui finalement vont se retrouver peut-être avec plus de temps, et du coup, il va falloir qu'on réfléchisse à quelle est la condition humaine, et qu'est-ce qu'on veut en faire, et comment on veut faire évoluer la société là-dessus. Là-dessus, c'est hyper important, parce qu'il y a alors moi, je suis ni pour ni contre, mais en fait, c'est très polarisé. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, Barbara, mais en fait, c'est très polarisé, la vision de l'humain et comment on devrait devenir avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc, il y a une vision qui est très... donc, l'intelligence artificielle va devenir beaucoup plus intelligente que nous. Donc, pour qu'on arrive à suivre, il va falloir effectivement qu'on s'implante des puces dans le cerveau pour qu'on arrive à être au niveau de l'intelligence artificielle, et du coup, continuer à avancer pour pouvoir la piloter. Et voilà. Et ensuite, tu as une autre vision en ce moment qui sont soutenues par des gens comme Maxime Fournès de Posia, etc., qui disent que aujourd'hui, l'intelligence artificielle, en tout cas la recherche et l'évolution va tellement vite que la société actuelle n'a pas le temps en vrai de s'adapter réellement à toutes les conséquences qu'il va y avoir de toute manière, même si on atteint l'AGI, parce qu'aujourd'hui, si on atteint l'AGI, alors l'AGI, c'est pour ceux qui... c'est la super intelligence, celle qui nous dépasserait, en fait. Et du coup, personne ne sait, si ça arrive, quel type de comportement il va arriver, ou qu'est-ce qui va vraiment se passer, puisqu'en fait, il pourrait se passer des choses que même le cerveau humain n'arriverait plus à comprendre. Voilà. Parce que c'est une intelligence qui crée de l'intelligence... C'est une intelligence artificielle qui crée de l'intelligence artificielle et qui arrive du coup même à faire de la recherche sur elle-même. Exactement. Et donc, il y a deux pôles qui s'affrontent. Et aujourd'hui, on le sent, on est dans un système même géopolitique qui est très instable. En fait, tout est instable. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi, je pense, un fin de système. On voit les États-Unis qui sont même, tu vois, plus ou moins en déclin, si tu te renseignes bien au niveau politique. Et du coup, tout ça, c'est en train de s'imbriquer dans un changement qui est tellement profond
que ça va être, il va falloir aussi qu'on réfléchisse tous, je pense, et qu'on s'éveille à savoir quelle société aujourd'hui, dans ça, on a envie de construire et quel rôle on a envie d'avoir et comment l'humain peut avoir un rôle dans tout ça, en fait, effectivement. Oui, alors le déclin politique, on va pas des US, on va pas y aller. Hein, il est dû Non. à une personne. Mais par contre, la scission de pensée entre est-ce qu'il faut garder cette allure, cette vitesse d'exploitation et de recherche dans l'intelligence artificielle ou est-ce qu'il faut ralentir? Et effectivement, les Français, les Européens le disent, mais ils sont pas les seuls. Il y a quand même, y compris les fondateurs de l'IA l'ont demandé, c'est-à-dire de ralentir le rythme de développement pour comprendre, pour nous laisser le temps de comprendre et d'assimiler ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, on est dans une espèce de schizophrénie de l'apprentissage. Et moi, je dis, notre rôle de manager et de leader de demain, ça va être aussi de garantir une espèce de santé mentale de tous nos collaborateurs qui ont une surcharge cognitive à essayer de se former, de comprendre ce qui se passe ou essayer même d'être plus productif. Et donc, en essayant avec un outil, mais le problème, c'est qu'avant qu'il soit complètement productif, il faut qu'il apprenne cet outil. Même si c'est de l'IA, il y a pas le prompt ne vient pas venir faire tous tes mails. Il y a quand même quelques actions avant. Tu ne crées pas un agent comme ça, mais il y a notre cerveau, avant même de se poser la question qu'est-ce qu'on fait. Je pense qu'aujourd'hui, depuis 1 an, on est tous en surcharge cognitive et donc il va falloir qu'on prenne des décisions en surcharge cognitive de comment en entreprise et dans la société et dans nos vies, même vis-à-vis de nos enfants, comment on l'utilise, qu'on leur donne, est-ce qu'on leur donne pas. Et on est là-dedans, dans le trop. Ouais, et c'est très intéressant parce que en fait, on change aussi tellement de mode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on était directeur marketing, je te donne un exemple, hein, mais tu étais directeur marketing, tu avais plein de compétences en marketing. Bon, tu pouvais faire, avant l'arrivée de l'IA, tu te formais un petit peu, mais en gros, tu avais acquis suffisamment d'expérience et tout pour faire ton job sans avoir en plus à te faire 3 heures le soir pour, tu vois? Et là, on rentre dans un alors moi, j'ai toujours été dans le digital et le digital, ça a toujours été un peu comme ça. C'est-à-dire que tu as toujours des communautés où il faut te former, ça va vite, il y a des nouveaux outils. Enfin, tu vois, c'est un peu un mindset que tu as généralement quand tu travailles dans le digital. Or, aujourd'hui, on te le demande partout dans la société parce qu'en fait, si tu veux absorber un petit peu ce qui arrive avec l'IA et tout, tu es obligé de te former en continu. Et ça, je pense qu'entre la peur de perdre son emploi, comme tu disais, l'obligation de se former presque en continu sur quelque chose qui va très vite, si on n'est pas en plus digital à la base, etc., ça demande encore plus d'efforts, on se retrouve avec des gens qui vont pas très bien, je pense, ou en tout cas qui sont en grand questionnement et sur lequel, je trouve, on rassure pas tellement, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup moi, je suis beaucoup sur LinkedIn, comme toi, je pense. C'est-à-dire qu'on emmène beaucoup de technologie, on emmène beaucoup de performance, on emmène beaucoup de productivité, on emmène beaucoup de choses comme ça. Mais on a du mal à emmener de la réalité, de la vérité, et du questionnement autour justement, oui, ça arrive, mais qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Quelle place on prend? Qu'est-ce qui va nous arriver? Et qu'on réfléchisse un peu tous ensemble à ce genre de questions. Voilà. Oui, mais parce que cette question, il faut qu'on... Je suis ravie d'en parler avec toi aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup, en fait. Et je sais pas si c'est parce que on a un peu peur de dire attention, il faudrait peut-être faire une pause parce que tout le monde est tellement à fond en disant oui, c'est le truc qu'il faut faire. Oui, mais faut aussi se poser la question dans quoi on va rentrer, quelle société on veut, quel humain on veut. Et c'est hyper important. Oui, on rentre dans la même... Moi, je compare ça avec l'écologie. C'est-à-dire, soit on le fait tous, soit on fait tous des efforts, mais si on sort des accords de Paris, ça fout la merde. Là, c'est pareil. C'est-à-dire, du coup, si on le fait pas tous, si on ralentit pas tous ensemble sur l'IA, on va créer effectivement, là déjà économiquement, on est quand même technologiquement et économiquement, l'Europe est quand même loin derrière les US et la Chine. Mais donc, du coup, on est à ce moment-là, c'est tous ensemble ou personne.
Ou alors, on va être quelques-uns à philosopher. Les Français, les premiers, c'est bien de philosopher, mais enfin, il faut quand même faire de l'argent. Et tu vois, je suis d'accord avec toi. Mais vraiment, encore une fois, comme l'écologie, il faut le faire ensemble. Comme l'écologie. Mais c'est la même problématique. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, l'écologie, on n'arrive pas à avoir, je dirais, un accord qui est mondial. En tout cas, on y arrive, mais bon, c'est tiré par les cheveux, il y en a toujours qui tirent. Et l'IA, c'est pareil. En fait, il y a des associations qui sont mondiales aujourd'hui, qui s'appellent POSIA, par exemple, et qui, peut-être ont tort, peut-être ont raison, en tout cas, disent ça va tellement vite qu'il faudrait qu'on ait un traité international qui dise on fait un stop, on n'arrête pas, on met en pause, et on essaye d'organiser la société de façon à ce qu'elle soit capable de recevoir la vague qui va arriver, en fait. Oui. Et c'est pas ce qu'on fait parce qu'on est dans des intérêts malheureusement chinois, américains, etc., qui courent après qui va gagner la super intelligence, en vrai. Et du coup, c'est compliqué à monter tout ça. Ouais. Du coup, on peut se dire qu'est-ce qu'on devient là-dedans, nous, quoi. Moi, je pense qu'il y a quand même des choses à en tirer. Et je sais plus, j'écoutais quel philosophe qui parlait justement de ça. C'est que je pense que vraiment, quand on parle de émotion, spiritualité, tout ce que l'IA ne peut pas nous donner, peut-être que ça va être aussi un moment où l'humanité va commencer à se reconnecter à des choses qu'on a laissé tomber depuis très, 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 très longtemps, qui sera peut-être la survie aussi de ce qu'on a envie de faire du monde. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis assez d'accord avec lui parce qu'en fait, l'IA nous met en danger sur des choses où on a toujours été chercher ça et du coup, on a oublié le reste parce qu'au niveau cognitif, on était capable d'aller. Et là, on a quelque chose qui va nous dépasser, qui va être beaucoup plus fort que nous là-dessus. Et ça va aussi changer beaucoup l'attitude des humains, je pense, quelque part. Mais ça veut dire qu'il faudrait changer notre mission même, qui était notre mission, tu l'as dit tout à l'heure, depuis la révolution industrielle, c'est de produire et de produire de la valeur. Et donc là, il va falloir produire du sens. Exactement. Et de la connexion humaine. Je pense que c'est pas notre génération qui va le faire, mais les générations d'après, voire même d'après, tu vois, voire nos enfants ou même nos petits-enfants. Je pense que quand il y a eu en fait, tous les démarrages de révolution industrielle, si tu prends des gens qui travaillaient, je pense, dans les champs au moment où on leur a sorti les machines et qui se sont retrouvés sans travail, et je pense que tout le démarrage où il faut réorganiser une société, c'est toujours le chaos. Donc là, c'est le chaos, forcément, on rentre dans une période un peu chaotique. Mais en vrai, je suis d'accord avec ce que tu dis, et c'est ça qu'il faut retenir si on doit être sur un schéma très global, c'est-à-dire on ne va plus avoir besoin, en tout cas, autant de l'humain pour produire de la valeur. Ça veut dire que la richesse, elle va pouvoir arriver sans qu'on aille travailler tous les jours. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on va réorganiser derrière et qu'est-ce qui nous reste à nous? Eh ben, il nous reste le sensoriel, l'amour, la spiritualité, voilà, le don de soi, lutter pour des vraies causes. Donc on espère que ça va aller dans ce sens-là. On espère. Maintenant, c'est aussi à chacun de nous d'aller le chercher. Non, mais c'est sûr. Après, il y a quand même beaucoup de gens qui disent que ce que l'IA ne nous enlèvera pas, c'est la relation humaine, et qui sont bien contents de retrouver des relations humaines. Mais en même temps, on est vraiment dans un moment où si tu ne fais pas de l'IA, t'es out. Et donc, il faudra accepter d'être out et de construire ta propre vie en dehors de ce système. Il va falloir quand même des pionniers qui vont sortir de ce système et qui vont en bénéficier, mais sans l'utiliser ou la construire. Parce que tout à l'heure, tu disais un chiffre du genre 40% des gens vont continuer à bosser dans l'IA. Moi, je pense que c'est beaucoup moins. Je pense que c'est 10 à 20. Peut-être 30. Ouais, peut-être 30. Ils annoncent 30 en vrai. Mais bon, ils ne savent pas trop maximum. Non plus, tu vois. Ouais, grand maximum. On ne sait pas trop, mais grand maximum. Parce que tu vois ce qu'on vient de dire, c'est qu'on sait que l'IA va fabriquer de l'IA, en fait. Elle va se transformer en chercheur. Aujourd'hui, on a besoin de chercheurs, mathématiciens. Est-ce que demain, on en aura encore besoin? Et c'est pour ça que certains commencent à réfléchir au revenu universel, etc. C'est Bien sûr. On commence quand même à dessiner une société où très peu travaillent finalement, où ramène beaucoup, beaucoup de valeurs économiques. Et le reste, ça c'est la question, parce que tu ne vis pas de sens. Ben non. Ou alors il faut créer du sens, mais différemment. C'est-à-dire que tu ne crées pas du sens parce que tu vas travailler,
Mais du coup, c'est un autre récit, c'est-à-dire tu crées du sens différemment dans ta vie parce que tu fais autre chose en fait. Donc, il y a plein de choses à faire dans la vie en vrai. Il y en a plein. Et c'est comme je te disais, finalement, combien de personnes, si on revient au truc du début, à nos échanges du début, combien de personnes s'épanouissent vraiment dans leur travail aujourd'hui? Toi, tu dis 50, moi, je pense que c'est moins dans le monde. Mais ça, c'est ma vision. Où je te parle, où tu es vraiment passionné par ton travail et que tu adores aller faire ton travail et que vraiment, ça te remplit pleinement. Je suis même pas sûre qu'on soit à 50% par... mais c'est très compliqué à imaginer parce qu'on change tellement de paradigme, en fait, que c'est très compliqué de se dire, ouais, mais si demain, je travaille plus, qu'est-ce que je vais faire, etc., etc. Mais peut-être que si demain, plus personne travaille, il va y avoir plein d'autres choses qui vont se créer, des assos, il y aura plein de trucs, tu vois, et où on n'arrive pas encore à s'imaginer quelle vie il pourrait y avoir à côté de chez nous si les gens ne travaillent plus, tu vois, parce que ça peut changer, mais plein de choses, même au niveau d'un village, au niveau d'une ville, au niveau de, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent se créer qu'on peut peut-être même pas imaginer aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, c'est tellement gros ce changement qu'on ne peut pas tout prévoir. C'est-à-dire que je pense qu'ils vont émerger des choses dans le bon, dans le moins bon, etc., qui vont forcément, qu'on ne peut pas imaginer tellement ce changement, il est grand aujourd'hui. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de Shadow IA. Alors, on va peut-être revenir un peu dessus pour expliquer un peu ce que c'est. En fait, c'est même, tu vois, tout le concept s'étend à la Shadow Economy. C'est quand l'innovation, elle va plus vite que la structure de l'entreprise. Et donc, le rôle de l'entreprise, c'est d'essayer de donner un cadre à quelque chose qu'elle ne connaît pas encore tout à fait. Et et sécurisé par des process pour que cette technologie, elle profite à tous. On l'a vécu avec Internet, évidemment, et là, on le connaît avec l'IA parce que, en fait, chacun a envie de faire sa propre expérience, de ne pas se laisser imposer une expérience IA, mais elle a envie de se créer sa propre expérience. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec des salariés qui créent leur propre expérience et qui se créent leurs propres connaissances et qui ont des connaissances plus importantes que leur manager, leur CEO et même si on va en dehors de l'entreprise, leur médecin même. Moi, c'est un exemple que je donne toujours parce que Doctolib les a rendus zinzin, Wikipédia aussi, mais alors là, l'IA, les pauvres médecins, on les rend fous. Les psys aussi. Arrive avec... les psys, je pense qu'ils peuvent acheter des tournevis pour démonter leurs plaques, en fait, je veux dire. Voilà. Ouais. En espérant que ne restera que le tri sélectif sera bon et sera efficace. Alors, le Shadow IA, tu voulais revenir un peu là-dessus? Ouais. Alors, le Shadow IA, c'est simple, on le constate en entreprise quand il n'y a pas eu de décision de la part du board. Et donc, il n'y a pas eu de gouvernance. De plan, de gouvernance et donc de règles pour utiliser l'IA, etc. Donc, souvent, des boîtes qui ne s'intéressent pas à l'intelligence artificielle aujourd'hui, ou en tout cas qui n'en ont pas fait leur priorité. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les employés commencent à écrire des mails, faire leurs rapports. Et puis aujourd'hui, si tu vas sur YouTube, tu n'as pas besoin d'être formé. Enfin, tu vois, sur YouTube, tu as des millions de vidéos pour te former à tout ce que tu veux en termes d'intelligence artificielle, qui sont gratuites, parfois très techniques. Et donc, tout le monde commence à s'auto-former. Le problème, c'est pas de devenir meilleur que son manager, parce que pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Le problème, c'est de le faire dans un cadre qui n'est pas sécurisé et donc souvent qui est fait sur des ChatGPT qui sont gratuits ou Gemini gratuit ou autres logiciels en version gratuite, là où toute la donnée s'en va de façon gratuite pour bien entraîner les LLM. Et ce qu'on se retrouve donc dans le Shadow IA, c'est toute cette vague de personnes qui, dans les entreprises, utilisent l'intelligence artificielle sans aucune sécurité de données. Et ça, c'est ce qu'on voit beaucoup. Donc là, c'est pour ça que la première chose à faire, c'est vraiment de mettre un cadre dans l'utilisation en fait de l'intelligence artificielle, de donner accès à des outils qui sont contrôlés, pris sous licence, avec la donnée où on sait où elle va, voilà, sur quoi on va travailler, etc. Et du coup, là-dessus, on limite le Shadow IA. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Shadow IA, mais ce qui est normal en fait. Aujourd'hui, moi, ma boîte ne le fait pas et je sais que
je peux gagner 2 heures par jour dans mon travail, et ben, je vais prendre l'outil pour le faire. Et en fait, c'est humain, tu vois ce que je veux dire? Donc, Bien sûr. Et surtout, si on m'a pas donné de cadre en me disant, t'as pas le droit de le faire. C'est exactement ça. C'est que du coup, évidemment, c'est malin de le faire et augmenter sa productivité, gagner du temps. Il faut le faire, mais il faut quand même avoir conscience du risque pour ses propres données. Déjà, c'est même, tu vois, on parle des données d'entreprise, mais quand on demande un diagnostic sur sa propre santé, c'est ces données personnelles qu'on laisse circuler sur Néa. Exactement. Donc, est-ce qu'on a envie de contribuer à ça ou pas? Et ça, c'est un choix complètement personnel. Mais dans le cadre de l'entreprise, comment, toi, de ton expérience dans l'écodir, c'est-à-dire comment imposer sans sanctionner, sans... Il y a 2 choses. La première, il y a la charte. C'est-à-dire ce qu'on conseille, c'est de rédiger assez rapidement une charte d'utilisation en fait, de l'IA avec ce qu'on peut utiliser, ce qu'on ne peut pas utiliser. Donc, une fois qu'on a mis en fait la charte, déjà, ça donne un cadre d'utilisation. Ensuite, quand on travaille avec les boîtes, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on vient auditer en fait chacun des services. Et là, on va voir les outils dont ils ont besoin et comment ils ont besoin de travailler avec. Et du coup, de mettre aussi des outils en place qui sont sécurisés et avec lesquels ils vont pouvoir implémenter de la donnée d'entreprise et commencer à travailler. Tant que ce cadre, il n'est pas mis, en fait, souvent, s'il n'y a pas du tout de gouvernance et s'il n'y a pas du tout de charte d'IA et tout, c'est là où on va retrouver du shadow IA parce que les gens vont l'utiliser, ils n'ont pas de consigne par rapport à ça. Donc, ils l'utilisent. Peut-être que en lien avec ce que tu viens de dire, c'est est-ce que justement dans les chartes, on peut intégrer de l'IA et ce qui est de l'humain, parce qu'en fait, cette charte, elle est là pour mettre des cadres de protection des données, mais comment on va les aider à faire un choix sur les laisser monter en compétences en termes d'humain et de savoir-être dans l'entreprise pour pas perdre ce savoir-être de l'entreprise. Et où est-ce qu'on va les laisser monter en compétences que sur du hard skill, parce que l'IA, c'est beaucoup de hard skill, et en leur conseillant d'aller se former à des outils IA. Souvent, les entreprises, elles les forment aux outils quand même. Après, dans la charte, on peut décider aussi de dire, voilà, vous pouvez l'utiliser plus pour de la réalisation de mails, etc. Après, tout ce qui est décisionnel. Enfin, après, on choisit ce qu'on veut par rapport au métier et qu'est-ce qu'on veut y mettre et comment on veut justement que cette utilisation, elle se fasse. Donc, en termes de données, où est-ce qu'on met la donnée, quel outil on peut utiliser à partir du moment où il est sur un serveur chez nous, pas serveur chez nous. Enfin bref, tout ça doit être cadré. Et ensuite, pour quel type d'utilisation? C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, par exemple, qui refusent aussi, par exemple, dans le luxe, tu as encore beaucoup d'entreprises qui refusent d'utiliser l'intelligence artificielle. Alors, je vais pas les nommer, mais tu en as qui ont complètement refusé, que ce soit dans le travail. Moi, je connais des amis qui travaillent chez des entreprises de consulting très haut niveau. Ils n'ont absolument pas le droit de travailler encore avec de l'intelligence artificielle parce qu'ils manipulent des données qui sont tellement... sensibles qu'en vrai, ils ont construit leur propre modèle. En dehors de ça, ils n'ont aucunement, par exemple, le droit d'utiliser des outils de prise de notes, tu vois, comme Nota, comme eux, ils n'ont pas le droit, en fait, parce que ils l'ont pas en interne et c'est pas sur leur serveur, donc c'est hors de question que ça sorte. Donc tout ça, je veux dire, ça dépend aussi du niveau de l'entreprise, de son activité, de la confidentialité de ses données, des types de métiers qui sont réalisés à l'intérieur. Et en fait, tout ça, ça se construit petit à petit avec l'entreprise en fonction de ses valeurs, de ce qu'elle veut, comment elle veut avancer aussi avec l'IA, quoi. Et c'est pour ça que c'est très important de le faire, quoi. Oui, mais tu vois, tu parles de formation. Le problème, c'est que le temps que l'entreprise mette en place une formation uniforme à tout le monde, qu'elle libère les budgets, etc., la formation sur laquelle ils voulaient initier les salariés, c'est fini. En fait, la connaissance, elle est déjà terminée. Aujourd'hui, à la vitesse où vont les outils, si tu veux, je pense que tu n'as pas le temps. Tu ne peux pas te dire je vais faire une formation au prompt. C'est fini. Si tu as fait ça il y a 6 mois, c'est fini. Tu vois, aujourd'hui, tu utilises un outil de prompt AI qui s'appelle Prompt AI. Tu dis ce que tu veux, il te fait un prompt, quoi.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que, alors, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire, je suis d'accord avec toi parce que il faut de toute manière apprendre la base. Parce que quand tu as appris la base, c'est-à-dire, tu sais ce que c'est un prompt. Tu vois, aujourd'hui, tu as des prompts qui sont très basiques. Tout le monde fait cela. Et donc, du coup, les LLM, ils sortent 90% des gens. Ils vont sortir les réponses aux mêmes personnes, en fait, à 90%, parce qu'en fait, le prompt engineering, c'est un vrai métier avec des vraies techniques, etc. Mais si tu dis, j'ai appris à faire du prompt engineering, d'accord? Donc, je sais déjà globalement ce que c'est dans ma tête. On m'a appris qu'il faut structurer à peu près comme ça. Si tu es curieux, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller chercher comment aller mieux prompter, tu vois, et tu vas commencer à te former. C'est pareil quand tu es rentré une fois sur un chat GPT ou sur un Gemini. Ils sont tous un peu faits de la même façon. Tu vois, c'est comme si tu disais... Et donc, quand tu as cette base-là, une fois qu'on t'a appris cette base, moi, je dis c'est comme une valise. Et en fonction de ta curiosité, en fonction de ton appétence à l'IA, en fonction du temps que tu veux y passer en dehors de ton travail, en fonction de, tu vois, de comment tu peux avancer tout seul à partir du moment où tu as ces bases-là. Vraiment, hein, je connais plein de gens, mais si on t'a pas donné les bases, et souvent c'est l'entreprise quand même qui peut te les donner dans un cadre où tout le monde a les mêmes au départ, et ensuite, ceux qui ont envie vraiment d'avancer, parce que c'est sûr que les boîtes, elles pourront pas former tout le monde pour que si tu fais pas du travail personnel, et là on revient à la formation continue de l'humain, qui est quand même indispensable à l'heure dans laquelle on est. On peut pas, moi, quelqu'un qui me dit je ne me forme pas de la semaine à l'heure à laquelle on est là aujourd'hui, je me dis, en fait, on peut plus continuer comme ça. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, dans son agenda, on est obligé de se réserver 2-3 heures par semaine minimum pour se former à des choses. Ouais. Et surtout en IA. Et surtout en IA, mais après, tu peux aussi te dire, dans mon job, je libère du temps grâce à l'IA et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et donc là, on revient à la question du sens. Est-ce que j'ai envie de me mettre à la pêche ou me remettre au sport? Parce que on dit ce qu'on veut, ça nous libère quand même mais du temps. Si tu ne te formes pas et que tu intègres les outils à minima, tu gagnes entre 1 à 2 heures par semaine. Mais du coup, tant qu'on n'a pas... Alors, qu'est-ce que j'en fais? Ça dépend à quel moment et à quelle période. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore le revenu universel, on n'y est pas, on ne sait pas, parce que entre la rapidité de l'intelligence artificielle, et ça on le sait, c'est-à-dire que les évolutions de l'intelligence artificielle et le temps qu'elle va mettre pour descendre dans l'économie, dans les entreprises et dans voilà, tout ce qu'il va falloir, il va y avoir quand même un peu de temps. Donc, en fait, avec ce temps, soit je me forme à l'IA avec le temps que je gagne pour être encore plus performant chaque jour et du coup gagner encore plus de temps, mais du coup devenir de plus en plus performant dans mon travail, puisqu'en ce moment, j'en ai toujours un, à ce que je sache. Et ensuite, on parlait d'un autre temps, c'est-à-dire le temps si demain, on n'a plus de travail du tout et qu'on a un revenu universel et qu'est-ce qu'on va faire de nos vies et du coup, on rentre dans autre chose. Mais ça va basculer, je pense, de façon... Ça va pas arriver en 1 an, tu vois ce que je veux dire? Tout ça, ça va être assez... Voilà, ça va être assez... Moi, je pense que pour l'instant, il faut continuer à se former à l'IA. Je pense qu'il faut continuer à se former, il faut rentrer quand même dans l'IA, il faut voir en fait comment ça augmente, il faut surtout quand on a un job, et je pense que c'est hyper important d'arriver à des niveaux parce qu'on s'aperçoit que plus on progresse, plus on génère aussi du travail plus rapide, de bonne qualité, puis on arrive à être bon là-dedans, c'est aussi assez agréable, voilà, parce que ça accélère quand même pas mal. Mais il y a 2 étapes, tu vois, l'étape où on travaille encore et l'étape où on n'aura plus du tout de travail, voilà. Mais je pense qu'on peut pas confondre les deux. Je pense que si tu gagnes 2 heures dans ton travail aujourd'hui, tu vas peut-être pas aller faire tes courses, tu vois, si tu es employé. Tu vas continuer à travailler ou tu vas faire d'autres choses à plus forte valeur ajoutée ou tu vas te former, par exemple, un peu plus pour gagner encore un peu plus de temps. Enfin, je sais pas, ça c'est ma vision, mais peut-être que je me... Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est du perçu, c'est du perceptible. Tu vois, l'1 à 2 heures, ça. Si tu te poses et que tu réfléchis, tu te dis, tu as fait ça plus vite, on est d'accord, mais que tu continues à bosser parce que ne te vient pas l'idée pour l'instant d'utiliser ce temps disponible, donc ce retour sur investissement de temps. Il n'est pas encore matérialisé, mais à mon avis, il va l'être bientôt. Il y a une deuxième scission que tu as mentionnée, mais c'est ceux qui se forment et ceux qui ne se forment pas. Du coup, il va y avoir des scissions dans les métiers, dans les styles de vie, mais il y a surtout
là, à très court terme, il y a ceux qui se forment à l'IA et ceux qui ne se forment pas et qui vont rester sur le bord de la route. Et l'écart va se creuser très rapidement. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, il faut quand même comprendre aussi que il y a quand même des générations aussi de jeunes qui arrivent et qui ont pris ça en main de façon assez impressionnante parce que c'est des générations, ils sont nés avec le digital, etc. Donc c'est vrai que voilà. Donc si en plus on s'y intéresse pas et on dit bon moi l'IA ça m'intéresse pas, bon, c'est compliqué parce que là il y a un écart qui va vraiment se creuser. Ce que les jeunes ont, je dirais de plus que nos générations, je sais pas quelle âge tu as Barbara, mais en gros bon, on doit être à peu près de la même génération, mais c'est que on a effectivement les jeunes, ils vont vite dans la technologie, ils comprennent vite, ils apprennent vite, etc. Ce que nous, on a encore beaucoup, c'est la culture générale de nos métiers. C'est-à-dire être capable de challenger une IA dans ses résultats. Si tu es un vrai directeur marketing, tu vas le faire mieux que quelqu'un qui vient de prendre une IA en main, qui n'a jamais fait de marketing et qui va devenir directeur marketing parce qu'il le fait avec l'IA. Tu vois ce que je veux dire? Mais si on arrive quand même à maintenir un certain niveau aujourd'hui de techniques maîtrisées pour des gens de notre âge qui font qu'on va s'aider, mais en plus on va pouvoir encore aller plus loin, plus vite et tout, moi je trouve que ça reste, ça vaut le coup en fait, tu vois, ça vaut le coup et c'est assez intéressant encore pour l'instant et pour les prochaines années, ça va être encore nécessaire, tu vois. Non. Voilà. Non, mais c'est sûr, mais ce que tu dis, c'est que on a l'expérience métier et que du coup, là, l'intelligence artificielle vient augmenter cette expérience métier, mais si tu n'as pas l'expérience métier, c'est plus difficile de l'augmenter avec de l'intelligence artificielle. Donc, reprenons à l'inverse, ceux qui vont arriver sur le marché du travail ou qui arrivent sur le marché du travail maintenant avec ces outils et qui ne vont pas passer forcément par la connaissance métier, parce qu'ils vont prendre en main tout de suite les dashboards, les résultats en fait, et ce qu'on a appelé au début de l'interview le data-driven, et donc le contenu même, le pourquoi, l'essence même, tu vois, le petit flocon de neige du départ qui a fait qu'on a une boule de neige et qu'aujourd'hui, il faut la présenter. Comment on va faire pour leur transmettre ça? Moi, je pense que c'est cette transition, elle va se faire aussi petit à petit, mais on a encore besoin de gens qui ont de l'expérience. Hein. Je suis désolée, mais d'autant plus avec l'IA quand même. Hein. Après, moi, ce que je voulais rebondir aussi sur qu'est-ce qu'on ne délègue surtout pas à une IA. Voilà, c'était un peu ça aussi, le point sur lequel, et ça retombe un peu sur ce qu'on disait, mais l'IA peut faire beaucoup de choses, mais moi, je pense que la liberté de choisir, c'est pas l'IA, quoi. Parce que l'IA, c'est un modèle probabiliste. Donc, en fait, l'IA, elle va effectivement nous donner des réponses ou faire des actions en fonction de ce qui est le plus probable pour elle. La décision, c'est pas forcément que de la probabilité, c'est aussi du feeling, de la sensation. Enfin, c'est tout ce on essaye de sortir aussi que l'humain pourrait avoir. Et du coup, je pense que la liberté de choisir, c'est pas là, ça c'est vraiment le dernier chose qu'il va falloir qu'on donne à l'intelligence artificielle, quoi. Ouais, ne pas déléguer la décision à l'intelligence artificielle, ça c'est évidemment très important. Et le pourquoi, optimiser le comment, mais seulement l'humain, il doit être maître du pourquoi en fait. Tu vois, c'est pourquoi on fait les choses, etc. quoi. Donc ça, si on se fait dépasser là-dessus, bon. Et pour autant, d'un point de vue cognitif, tu vois, on en parlait tout à l'heure, nous, quand tu es en surcharge cognitive, tu délègues vachement plus vite ton pouvoir décisionnel et la décision finale. Et jusqu'à maintenant, tu l'as délégué à quelqu'un d'autre, ton chef, ton collègue, ton partenaire ou tes copains. Aujourd'hui, quand tu es en surcharge cognitive, quand la solution vient à toi et que tu as l'impression qu'elle est bonne parce que tu as eu une discussion qui t'a drivé vers cette décision. En fait, elle ne tombe pas au premier prompt. Tu réitères, tu poses plusieurs fois la question, etc. Ça va être difficile pour une bonne partie d'entre nous de rester lucide sur ces solutions qui nous sont amenées sur un plateau d'argent. Tu vois, là, en termes de statistiques,
Je pense pas que 80% des gens remettent en cause. Et on le voit déjà. De toute façon, tu parlais de psy et tout ça. On le voit qu'il y a des gens qui se sont laissés influencer dans leur vie, parfois au détriment de leur santé mentale, voire de leur vie. On peut être influençable. C'est une histoire d'éducation aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on apprend vraiment qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle en vrai ? Moi, je suis sûre, tu fais un micro-trottoir et tu demandes à des gens comment marche l'intelligence artificielle et qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle. Je pense que personne n'est capable de te dire, ou très peu de gens, en tout cas aujourd'hui, sont capables de te dire que c'est des probabilités. Enfin, il y a plein de gens qui pensent que ça réfléchit, que ça sort des... En fait, ce sont des probabilités. Donc, c'est aussi une histoire d'éducation. Et là, on en revient à l'éducation, c'est-à-dire éduquer aussi les enfants, à prendre du recul par rapport à qu'est-ce qu'une intelligence artificielle, qu'est-ce que je dois laisser faire à une intelligence artificielle et qu'est-ce qui m'incombe de faire moi sans jamais laisser l'intelligence artificielle prendre le dessus là-dessus, et notamment mes choix. Et quand tu dis, tu vois, je fais travailler l'intelligence artificielle quand j'affine mes prompts et tout, mais c'est toi qui l'as fait travailler quand même. C'est toi qui attend une réponse. Et souvent, elle peut te donner plusieurs réponses. Et c'est pour ça qu'il y a des techniques de prompt aussi, où en fait, elle va aller étudier tous les cas possibles. Tu vois, et elle va te sortir tous les cas possibles dans lesquels toi, tu vas choisir aussi. Parce que si tu prends une intelligence artificielle, elle peut te sortir effectivement que sa réponse qu'elle pense être probablement la meilleure réponse pour cette question ou ce que tu lui as demandé. Maintenant, il y a des façons de prompter où elle va te sortir plusieurs réponses dans lesquelles c'est toi qui vas venir faire le choix, en fait, tu vois. Donc, c'est aussi moi, je pense que se préserver, c'est aussi l'éducation, c'est aussi en connaître les limites, c'est la remise en question de l'intelligence artificielle, mais c'est aussi, voilà, enfin, bon, je pense que j'ai dit c'est quel rapport on a à ça, quoi. Mais je trouve qu'au niveau éducatif, on est très en retard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'école... tellement. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Alors, on n'est pas prêt, les profs sont pas prêts du tout. L'éducation nationale, elle sera jamais prête. C'est un gros mastodon difficilement modernisable. Donc, passer par l'éducation, je pense que là, c'est le rôle des parents, le rôle de la société, des assos, enfin, tout ce que tu veux. Mais ce que tu dis, c'est que finalement, là, aujourd'hui, on est dans une espèce de tourbillon et on essaye de prendre au passage, tu vois, il y a un tourbillon et puis il y a plein d'outils qui nous sont offerts. On essaye de les attraper au vol sans vraiment savoir si elles vont nous être utiles. Mais qu'il va falloir ralentir le tourbillon, faire le bilan de ce qu'on a dans nos boîtes à outils et puis les organiser un peu. Exactement. Et quelle est la compétence, toi, à ton avis, que tu es en train de laisser passer en tant qu'utilisatrice, on va appeler ça consciente de l'IA? C'est quoi parce que là, ça fait quand même plus de 2 ans qu'on l'utilise. Donc, quelle est la compétence que toi, tu vois un peu pas disparaître, mais que tu as mis un peu sous le tapis, et puis quelle autre compétence est montée à la surface, est remontée à la surface? Alors, je pense qu'il y a certaines compétences comme clairement la synthèse, ça aide beaucoup. Je pense qu'on synthétise de moins en moins quand même. Bon, parce que écrire, en vrai, si tu veux prompter et bien prompter, t'es quand même... alors, toi, tu dis, voilà, tu peux utiliser des générateurs de prompt, etc. Mais en fait, quand tu veux être hyper précis, tu as quand même certains mots. Il faut vraiment rechercher encore les mots précisément. Voilà, donc tu as quand même ce travail encore du bon mot au bon endroit, comme un peu quand tu écris. C'est vrai. Tu vois, tu te restes quand même un peu ça. La synthèse, clairement, ça, c'est vraiment quelque chose qui je pense qu'on va perdre très rapidement en synthèse. Après, on gagne aussi, je pense qu'on est en train de changer de mode de créativité aussi. C'est-à-dire que avant, on était créatif quand on était capable de prendre un brouhaha d'idées. Donc, c'était ça, en fait. C'était des gens qui étaient capables de synthétiser, d'analyser, tu vois, sur des choses qui étaient strates et sur lesquelles, voilà, c'était une grande compétence de savoir faire ça. Bon, aujourd'hui, l'IA le fait. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est plutôt la compétence qui va être plutôt
plutôt une compétence strat quand tu vas pouvoir regarder plein d'infos. Celle-là, elle reste toujours, je pense. C'est la compétence du choix, de la stratégie, de tout ce qui va avec. Mais moi, ce que je vois émerger énormément, et notamment chez les jeunes, parce que moi, je suis beaucoup ce qui se fait en IA aussi chez les jeunes, c'est plutôt la créativité dans la construction des systèmes. Alors comment je vais réussir à exprimer ça, mais je pense qu'on n'est plus dans je synthétise 40 pages et j'en fais un document et tout. Ça, on s'en fout parce que l'IA le fait. C'est comment je vais me servir de l'IA en imbriquant en fait des systèmes pour construire plein de services à fusion. Et la créativité aujourd'hui, elle est beaucoup là. C'est-à-dire comment je suis créatif dans ma façon d'utiliser l'intelligence artificielle. On a déplacé en fait. On l'a déplacé et donc du coup, ce que tu dis, c'est même comment je personnalise ma propre expérience avec l'IA, parce qu'elle peut être unique ou collective, mais comment j'ai une expérience avec l'IA, il faut que je l'affine, faut qu'elle soit sympa, faut qu'elle m'apprenne des choses. Donc on reste quand même dans l'expérience utilisateur. On n'a pas encore. C'est ça. Et je pense que les plus grosses compétences de demain, c'est des gens qui, comme je te dis, vont pouvoir monter des systèmes, en fait, faire parler des IA entre elles, avoir cette compétence qui a besoin de créativité aussi. Hein, quand tu crées un produit, enfin, tu vois, en fait, le monde des possibles est beaucoup plus large, va beaucoup plus vite. Aujourd'hui, tu fais un MVP en 2-3 jours. Avant, il te fallait 3 mois pour coder ton... T'imagines, enfin, 3 mois, facile. Ouais, facile. Donc, tu imagines aujourd'hui, en fait, la capacité à décupler de l'idée. Tu vois, et la créativité dans l'IA, elle vient plutôt de ce côté-là, en fait. Elle vient pas, effectivement. Donc ça, on va peut-être gagner d'autres choses, mais ça va être d'autres types de créativité. Et c'est là où c'est compliqué aussi pour beaucoup de gens, parce qu'on change tellement de paradigme qu'en vrai, c'est difficile pour ceux qui sont pas dedans de voir, ouais, on va perdre toute notre créativité. Ben, je sais pas, parce qu'en fait, ça permet aussi d'être très créatif dans d'autres domaines qui sont complètement différents, en fait. Et alors, c'est un peu abstrait, là, je suis désolée, mais je pourrais vous donner des exemples. Mais par exemple, l'exemple du MVP, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire qu'avant, pour monter un business, il fallait, je sais pas, il fallait 50 ou 60 000 euros pour faire son premier MVP, que quelqu'un développait, pour aller consulter ses premiers clients et tout. Maintenant, je suis jeune, j'ai un ordinateur, une IA, et je suis très geek, et je me débrouille, et je suis très créatif, et j'ai beaucoup d'idées en business. Je peux monter un business tout seul pour vraiment pas grand-chose. Un business, un jeu vidéo, une app. Un jeu vidéo, une app. C'est facile. Et même pour des trucs personnels, en fait. Et du coup, on rentre dans une espèce de créativité, et c'est là où se joue la créativité. En fait, je pense qu'au niveau des idées, ça fusionne énormément, en fait. Voilà. Ouais. Si tu avais un conseil, pour conclure, mais si tu avais un conseil pour la jeune génération là, qui arrive sur le marché du travail, je vais pas te demander un conseil pour les collégiens, parce qu'alors on pourrait redébattre pendant 1 heure, je pense, mais pour un jeune qui arrive, tu lui donnerais quel conseil pour qu'il ait un début de carrière aussi smooth et aussi enthousiaste pour arriver à ce dont on parlait tout à l'heure, ces 50%-là qui kiffent leur job? Moi, le premier conseil, c'est, je leur dirais de ne pas lutter sur le mauvais terrain. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas chercher à être plus rapide ou plus précis qu'une IA. Aujourd'hui, il faut être capable de l'utiliser. C'est-à-dire qu'il faut connaître les IA, et il faut être capable, en fait, de les prendre en main et de se dire, voilà, je peux faire tout ce que je veux avec les IA, et je deviens très bon dans l'utilisation des intelligences artificielles. Ça, c'est hyper important. Ensuite, je pense qu'il faut investir dans les qualités humaines, tout ce qui est empathie, intuition, leadership, éthique, parce que je pense que c'est les seules choses que l'IA ne va pas pouvoir réaliser mieux que l'humain. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut travailler sur beaucoup de choses comme ça et ne pas s'enfermer que dans la technologie, rester quand même alerte à tout ce qui s'ouvre autour. Et ça, c'est super important. Donc, je pense qu'il faut quand même garder confiance en l'humain et en l'avenir, parce que je pense que pour les jeunes, en ce moment, c'est compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, pour avoir un modèle de société où l'humain reste au centre, il va falloir en fait se battre un petit peu quand même. Et je pense qu'il va falloir en fait ne pas tout gober. C'est-à-dire qu'il va falloir de pas gober tout ce qu'on y a sur les réseaux. Il va falloir aussi se créer un vrai récit. Et je pense que il faut que ça arrive, et ils ont tout dans les mains pour le faire. Donc, et le 4e point, moi je dirais, c'est soyez curieux.
je pense qu'on rentre dans une période où ceux qui ne seront pas curieux vont rester malheureusement sur le bord de la route. Donc ça veut dire qu'il faut se former, être curieux, continuer à vivre dans son époque tout en restant lucide et en essayant d'agir au mieux pour que l'humanité soit, qu'on ait une belle histoire à raconter sur l'humain en fait. Voilà. Donc pour moi, la technologie, c'est un moyen. L'IA, c'est un super moyen à condition qu'elle soit dans un système où elle est au service de l'humain et pas au service de juste certaines personnes, parce que ça peut juste 3% de la population. Voilà, donc il faut se battre pour que l'IA reste au service de tout le monde et que l'IA, on n'a pas parlé des bienfaits, mais l'IA, si vraiment elle est bien utilisée, ça peut être solutionner aussi beaucoup de problématiques humaines. Donc on en est tous là en fait, sauf qu'on est à un gros tournant où je pense que tout le monde doit être lucide et c'est pour ça aussi qu'on fait ce genre d'émission. Non, mais c'est sûr, mais on n'en parle pas. On en parlait il y a 2 ans des bienfaits. Tu vois, moi, j'ai eu des radiologues, des architectes pour la prédiction des catastrophes naturelles, comment on anticipe, on modélise et tout ça. Mais ça, c'était il y a 1 an, il y a 2 ans. Maintenant, on sait. On sait tous qu'il y a des bienfaits. On sait tous que sur les maladies, c'est un no-brainer. Ça fonctionne l'écologie très aussi. bien. Sur l'écologie, l'agriculture, ça fonctionne très bien. Donc, on sait qu'il y a plein de côtés positifs. Maintenant, effectivement, rester curieux et critique, ça va être indispensable. Lucide, parce qu'en vrai, oui, il va y avoir des pertes d'emploi. Oui, en fait, l'IA va remplacer les gens sur leur travail. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après, en fait? Quelle société on a envie de construire? Pas dire non, l'IA va pas remplacer les emplois. On sait tous, ça va arriver, c'est comme ça. Donc, il faut arrêter de nous dire que c'est pas vrai. Si vous avez un doute, appelez-nous, on va vous expliquer. Voilà, si vous avez un doute, on va vous expliquer. Donc, ça veut dire quelle société on a envie de construire après ça. Voilà, c'est ça, c'est la vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui. Mais c'est ça, ne soyez pas naïfs, mais soyez curieux et lucides. Super, j'aime beaucoup cette conclusion. Écoute, merci beaucoup Cathy. On aurait pu, je pense, continuer à bavarder encore 1 heure. Merci pour cette interview. Merci à toi Barbara pour m'avoir donné la parole sur un sujet qui me tient à cœur parce que comme tu sais et comme toi je pense, j'aimerais bien qu'on rentre dans une société un peu plus apaisée et sur lequel les avancées technologiques font avancer l'humanité et pas la font reculer. Ouais. Mais ça, le recul, on va le laisser à la politique et puis on va espérer que la technologie la fasse avancer, y compris nous-mêmes. Donc construire l'IA pour nous sauver, pas pour nous détruire, c'est ça. C'est une autre bonne conclusion. Merci beaucoup en tout cas Cathy. Exactement. À bientôt. À bientôt Barbara. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, mais la conversation continue. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a fait réfléchir, partagez-le à un collègue, un ami, à vos parents, quelqu'un qui se pose les mêmes questions. Abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune conversation. Et si vous avez 5 secondes, cliquez sur 5 étoiles, ça fait toute la différence. Moi, je reviens très vite avec un nouvel invité. Et l'humain dans tout ça, à bientôt!